Lors du dîner, ma belle-mère a tapé mon mot de passe pour transférer 3,8 millions de dollars de mon fonds en fiducie. J'ai juste bu une gorgée d'eau et j'ai souri. Elle ne savait pas que la banque à laquelle elle s'était connectée était un pot de miel informatique fédéral. La main de ma belle-mère tremblait lorsqu'elle a soulevé le verre de vin. Non pas de nervosité, mais de faim. Le genre de faim qui n'a rien à voir avec la nourriture et tout à voir avec le fait de regarder un chiffre grimper sur un écran. Elle pensait que je ne remarquais rien. J'ai tout remarqué ce soir-là. J'ai remarqué la façon dont elle m'avait assise dos à la fenêtre pour que je ne puisse pas voir le parking. J'ai remarqué que mon père fuyait mon regard. J'ai remarqué que mon demi-frère avait déjà desserré sa cravate comme un homme se préparant à des travaux forcés. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai souri. Elle a pris ce sourire pour une capitulation. Les gens comme elle le font toujours. Le restaurant se trouvait dans le quartier financier, un de ces endroits où le pain arrive chaud dans un sac en lin et où les serveurs se déplacent comme s'ils avaient peur de réveiller quelqu'un. Ma belle-mère l'avait choisi. Elle avait dit que c'était pour leur 20e anniversaire. Elle avait dit qu'elle voulait que toute la famille soit là pour célébrer. Elle l'avait dit avec cette voix spécifique qu'elle utilise avec moi, celle enrobée de sucre si épais que l'on peut goûter le bâton en dessous. J'ai dit oui de la même façon que je dis toujours oui. Doucement, un peu tristement, un peu avec gratitude. Cette partie était là pas. Mon nom est Hollis Marchetti. J'ai 31 ans. Je dirige des tests d'intrusion pour un sous-traitant fédéral basé à Reston, en Virginie, ce qui est une façon polie de dire que le gouvernement me paie pour m'introduire dans des systèmes avant que des personnes malveillantes ne le fassent. Je fais cela depuis 9 ans. J'ai une habilitation de sécurité qui nécessite un passage au détecteur de mensonges tous les 5 ans. Je sais comment faire en sorte qu'une piste numérique semble mener vers l'est alors qu'elle mène en réalité vers l'ouest. Je sais comment créer une fausse porte qui s'ouvre sur une vraie falaise. Ma belle-mère ne savait rien de tout cela. Elle pensait que j'étais une fille de l'informatique. Elle pensait que je réparais des imprimantes. Elle avait dit à son club de lecture plus d'une fois que je travaillais dans les technologies de l'information et que c'était dommage que je n'ai jamais terminé mon diplôme. J'ai 2 diplômes de master. Elle le savait. Elle préférait simplement l'autre version. Laissez-moi revenir en arrière. Vous devez comprendre la forme de la chose avant que je ne vous montre comment elle s'est brisée. Ma mère est morte quand j'avais 9 ans. Une rupture d'anévrisme cérébral dans la cuisine un mardi matin. Elle est tombée pendant qu'elle préparait mon déjeuner. Je me souviens du bruit du sac à sandwich se froissant sous son épaule plus que je ne me souviens des sirènes. 2 ans plus tard, mon père a épousé Roxane. Elle était agente immobilière et elle a conclu la vente sur notre chagrin comme s'il s'agissait d'une saisie. Elle a fait emménager son fils Brison dans les 6 mois. Il avait 14 ans. J'en avais 12. La première chose qu'il m'ait jamais dite seul dans le couloir de l'étage a été « Ce n'est plus ta maison ». Il avait raison et il avait tort d'une manière qu'il m'a fallu 20 ans pour démêler. Ma grand-mère du côté de ma mère était une femme nommée Geneviève Marchetti qui possédait une petite chaîne de pressing dans 3 comtés et qui n'avait absolument aucune patience pour Roxane. Grand-mère Jane l'appelait l'agente immobilière, de la façon dont d'autres personnes pourraient dire la tumeur. Quand j'avais 16 ans, grand-mère Jane m'a assise dans sa cuisine, a fait glisser un dossier sur la table et m'a dit qu'elle avait placé mon héritage dans une fiducie irrévocable que même elle ne pouvait pas toucher. L'administrateur était un avocat nommé Monsieur Nathan Whitcomb. La bénéficiaire était moi et seulement moi, et la fiducie arriverait à échéance pour mon 30e anniversaire. Elle m'a fait mémoriser le numéro de téléphone de Monsieur Whitcomb. Elle me l'a fait répéter 3 fois. Ils viendront pour ça, a-t-elle dit. Quand je serai parti, ils viendront pour ça. Vous ne croirez pas à quelle vitesse. Elle avait tort sur un point. Ils sont venus avant même qu'elle ne soit partie. Grand-mère Jane a eu une attaque quand j'avais 19 ans. Elle a vécu encore 4 ans dans un établissement à Frédéric, la plupart du temps silencieuse, occasionnellement lucide. Pendant ces 4 ans, mon père et Roxane lui ont rendu visite exactement 2 fois. Brison lui a rendu visite 0 fois. Je lui rendais visite un samedi sur 2. Je lui lisais le journal. Je lui vernissais les ongles de la couleur qu'elle aimait, une sorte de rose poudré qu'elle portait depuis les années 70. La semaine avant sa mort, elle m'a serré la main et a dit très clairement « Ne signe rien ». Je ne l'ai pas fait. Elle est morte un jeudi de mars. Les funérailles ont eu lieu un samedi. Le dimanche après-midi,
Roxane était dans mon appartement à Arlington avec une enveloppe manille, me disant qu'elle avait juste besoin que je jette un coup d'œil à quelques documents pour la succession. Mon père se tenait derrière elle dans ma cuisine, mangeant mes restes de pad thai directement dans le récipient. Sans parler, Roxane a poussé l'enveloppe sur mon comptoir de la même manière que grand-mère Jane avait poussé le dossier toutes ces années auparavant. Une femme différente, un dossier différent, la même grâce de prédateur. Je lui ai dit que je ferais examiner cela par mon avocat. Son visage a fait cette chose. Il s'est figé pendant une demi-seconde et dans cette demi-seconde j'ai vu ce qu'elle était vraiment et puis le sucre est revenu. Bien sûr, chérie. Bien sûr. Les papiers étaient une procuration sur mes affaires financières. Si je les avais signés, elle aurait eu l'autorité légale d'accéder à la fiducie le jour de son échéance. Je n'ai pas signé. Je ne lui ai jamais dit que je n'avais pas signé. Je lui ai dit que je les examinais. Et puis j'ai juste continué à les examiner pendant des années. Et elle continuait à demander et je continuais à dire bientôt. Bientôt. J'ai appris il y a longtemps que la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire à une personne comme Roxane est de lui enlever ses certitudes. Vous ne vous battez pas contre elle. Vous devenez juste une porte qu'elle ne peut pas tout à fait ouvrir. Elle passera une décennie à essayer. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé une décennie à être une porte. J'ai eu 30 ans en octobre. La fiducie est arrivée à échéance. Monsieur Whitcomb m'a appelé un mardi matin et m'a dit « Joyeux anniversaire, Hollis. Nous avons des choses à discuter. » La fiducie valait 4,6 millions de dollars. Grand-mère Jane avait acheté une quantité stupide d'actions d'une petite entreprise technologique en 1998. La stupidité avait vieilli pour devenir du génie. J'ai fait 3 choses cette semaine-là. Premièrement, j'ai appelé le bureau de Monsieur Whitcomb et nous avons tout restructuré. La majeure partie de l'argent est allée dans une nouvelle fiducie que j'avais discrètement construite pendant 2 ans. Une fiducie liée à une fondation qui finance des programmes musicaux dans les écoles primaires publiques. Ma mère avait été professeure de musique. La fondation porte son nom. Son nom était Adriana. La fondation est le fonds Adriana Marchetti. C'est réel. Vous pouvez faire des recherches. Au moment où ma belle-mère s'est assise en face de moi à ce dîner d'anniversaire, les 4,6 millions étaient aux soins de la fondation depuis presque 5 mois. Deuxièmement, j'ai construit un miroir. C'est ainsi que nous appelons cela dans mon domaine d'activité. Un miroir est un système qui ressemble exactement à un vrai, mais qui ne l'est pas. Vous pouvez vous connecter. Vous pouvez voir les soldes. Vous pouvez déplacer de l'argent à l'intérieur. Les chiffres se mettent à jour. Les transferts se confirment. Cela semble réel parce que chaque surface a été conçue pour sembler réelle. Derrière le miroir, il n'y a rien. Ou plutôt, derrière le miroir se trouve tout ce que je veux qu'il y ait. Dans ce cas, derrière le miroir se trouvait un pot de miel fédéral, le genre que mon bureau utilise pour attraper les personnes qui essaient de transférer de l'argent vers des endroits où elles ne devraient pas. Il m'avait fallu environ 3 semaines pour le construire. Travaillant le soir, mangeant des nouilles froides au sésame à mon bureau. Je ne l'ai dit à personne. Ni à ma meilleure amie, ni au chat. Troisièmement, j'ai dit à mon père en passant que la fiducie était arrivée à échéance. Je savais que Roxane écouterait à travers lui. Elle le faisait toujours. C'est un homme creux. Il l'est depuis 30 ans. Le chagrin l'avait rendu mou et Roxane s'est versée dans cet espace mou et y a durci. Il répète ce qu'elle lui dit de répéter et il oublie ce qu'elle lui dit d'oublier. Je l'aime de la manière brisée dont vous aimez quelqu'un qui a choisi de disparaître. Je lui ai dit lors d'un appel téléphonique un jeudi très nonchalamment que de l'argent était arrivé. J'ai dit le chiffre 4,6. Je l'ai dit comme si cela m'embarrassait. J'ai dit, c'est beaucoup. Je ne sais même pas ce que je vais en faire. 3 semaines plus tard, l'invitation au dîner d'anniversaire est arrivée. J'ai su ce que c'était à la seconde où j'ai ouvert l'enveloppe. Cela nous amène donc au restaurant. Le pain dans le sac en lin. Le serveur qui se déplaçait comme un fantôme. La main de ma belle-mère tremblant sur le verre de vin. Nous étions 5 à table. Mon père, Roxane, Brison, la femme de Brison, Camille, que j'aime bien en fait, qui a le regard hanté d'une femme qui a fait les calculs et qui attend juste le bon moment. Et moi. Roxane avait commandé une bouteille de quelque chose de français.
Brison n'arrêtait pas de vérifier son téléphone sous la nappe. Il avait 33 ans, et il vérifiait son téléphone comme un adolescent se cachant de sa mère, ce qui était d'une certaine manière exactement ce qu'il faisait. J'avais entendu par le bouche à oreille de cousins et d'anciens voisins que Brison avait un problème. Le problème était les paris sportifs. Le problème était spécifiquement un preneur de paris à Baltimore qui ne faisait plus preuve de patience. Le problème, selon la personne à qui vous demandiez, se situait quelque part entre 200 000 et 400 000 $. J'ai fait le calcul à table. J'ai regardé la main tremblante de ma belle-mère et j'ai fait le calcul. La dette de Brison plus un coussin plus la compte sur la maison du lac dont Roxane parlait depuis 3 ans plus j'imaginais un petit quelque chose pour sa propre retraite puisque la pension de mon père n'avait rien d'exceptionnel. 3,8 millions était un chiffre auquel je l'avais vu arriver pendant des mois dans des commentaires désinvoltes et dans la façon dont elle avait commencé à poser des questions sur ma planification financière. Ce soir-là, 3,8 millions était le solde exact affiché sur le miroir. J'avais calibré. Les salades sont arrivées. Roxane a commencé à parler de ma mère. C'était une tactique qu'elle utilisait peut-être une fois par an. Elle évoquait Adriana avec un petit sourire nostalgique et une main sur le poignet de mon père. Et elle disait quelque chose comme « J'aimerais qu'elle puisse voir le chemin que tu as parcouru, Ulysse ». C'était un couteau qu'elle aiguisait sur lui autant que sur moi. J'ai regardé le visage de mon père faire cette chose qu'il fait, le lent vide, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir ce soir-là. De la pitié. Une pitié véritable et affreuse. C'était un homme qui avait aimé une femme et ensuite il s'était laissé dévorer vivant par une autre. Et maintenant il était assis à une table où le repas était sur le point d'entrer dans son plat final et il ne savait même pas qu'il était lui aussi au menu. Roxane a tendu le bras par-dessus la table et a serré ma main. « Chérie » a-t-elle dit avec la voix sucrée. Déploiement total. Ton père et moi avons parlé de la famille, de la façon dont, tu sais, les familles s'entraident. Nous espérions, puisque tu es dans une si bonne situation financière maintenant. Brison s'est étouffé avec son eau. Les yeux de Camille sont montés au plafond. Que nous pourrions nous asseoir avec toi ce soir en famille et juste regarder quelques options pour Brison, qui traverse une période difficile. Elle a glissé sa tablette hors de son sac à main. Elle l'a glissée sur la table. L'écran était déjà allumé. Le navigateur était déjà ouvert. La page de connexion de ma banque était déjà chargée. Elle avait tapé mon adresse email dans le champ du nom d'utilisateur. Cela attendait là avec un curseur clignotant dans la case du mot de passe. Elle avait apporté une tablette à son dîner d'anniversaire. Elle avait préchargé le site web de ma banque. Elle avait tapé mon email. Je veux que vous imaginiez cela pendant une seconde. Imaginez le genre de confiance qu'il faut pour faire cela. Imaginez le genre de certitude d'avoir gagné pendant si longtemps que vous ne faites même plus semblant. Le serveur a apporté les plats principaux. Personne n'y a touché. Maman, a dit Brison à voix basse. Peut-être devrions-nous. Silence, chérie. Elle ne l'a même pas regardé. Elle m'a regardé. Le sourire était toujours là. La main était toujours sur la mienne. Ulysse, chérie, je sais que c'est beaucoup, mais ton frère a de vrais problèmes, et nous voulions faire cela en personne en famille parce que nous savons comment tu es concernant ta vie privée et tes comptes, et nous pensions que tu voudrais juste taper ton mot de passe pour moi. Je l'ai dit doucement. J'ai souri pendant une seconde. Juste une seconde. Son visage a refait cette chose figée. Puis c'est revenu. Je pensais que nous pourrions faire cela ensemble, a-t-elle dit. Cela signifierait le monde pour ton père. J'ai regardé mon père. Mon père regardait son assiette à pain. Je veux vous dire que j'ai ressenti de la rage à ce moment-là. Je veux vous dire que mes mains tremblaient, que j'ai dû mordre l'intérieur de ma joue pour rester calme. La vérité est que je n'ai presque rien ressenti. J'ai ressenti le poids doux et propre d'une chose que je construisais depuis 10 ans et qui arrivait enfin à échéance. J'ai ressenti ce qu'un serrurier ressent lorsque la dernière goupille se met en place avec un clic. J'ai ressenti la main de ma grand-mère serrant la mienne dans un lit d'hôpital à Frédéric. Ne signe rien. Je n'allais pas le faire. D'accord, ai-je dit. Roxane a cligné des yeux. D'accord, regardons les options. J'ai tendu la main vers la tablette. Elle m'a laissé la prendre.
Elle m'a réellement laissé la prendre parce qu'elle pensait que j'étais sur le point de taper mon mot de passe et de tourner l'écran vers elle. Au lieu de cela, j'ai tapé sur le champ du mot de passe et j'ai tapé une chaîne de caractères qui n'était pas mon mot de passe. Ce n'était même pas proche de mon mot de passe. C'était une séquence que j'avais mémorisée 2 mois plus tôt. Une clé qui, lorsqu'elle était entrée dans la page de connexion du miroir, ferait 3 choses dans les 11 prochaines secondes. Elle me connecterait. Elle transmettrait silencieusement un signalement à un serveur dans une installation fédérale à Quantico que je ne suis pas autorisé à décrire en détail. Elle commencerait à enregistrer tout ce qui se passait sur le microphone et la caméra de l'appareil, y compris la caméra frontale, que Roxane n'avait pas pris la peine de couvrir, et qui avait une vue parfaite sur son visage. J'ai retourné la tablette. Il y avait le tableau de bord. Il y avait le solde, 3,8 millions de dollars, disponible, liquide, débloqué. Roxane a fait un petit bruit dans sa gorge. Ce n'était pas un mot. C'était le bruit qu'une personne fait lorsqu'elle voit quelque chose qu'elle a désiré pendant très longtemps et qu'elle est sur le point de toucher. Mon père a levé les yeux de son assiette à pain pour la première fois. Brison s'est penché en avant. Camille a posé sa serviette sur la table très silencieusement et a reculé sa chaise d'environ 2 pouces. Elle savait. Camille savait. Je m'en doutais depuis un moment. Ces 2 pouces étaient une confirmation. Oh, Ulysse, a dit Roxane. Sa voix était humide. Oh, chérie. Elle a tendu la main vers la tablette. Je l'ai laissé la prendre. Pourquoi en avez-vous besoin, ai-je demandé. J'avais l'air curieuse. Juste curieuse. Juste une fille posant une question raisonnable. 240 a lâché Brison. Sa mère lui a lancé un regard qui aurait pu décaper la peinture. 240 000, a-t-il répété. Plus petit. C'est ce que je dois. Et la maison du lac, a dit Roxane d'une voix douce comme un couteau. Nous pensions que puisque le marché est si bon en ce moment, un petit investissement dans une propriété familiale. Combien pour la maison du lac? 8 cents, peut-être 9 cents. Et quoi d'autre? Elle a fait une pause. Elle a réellement dû réfléchir s'il fallait mentir. Il y avait quelques... Il y avait quelques dettes de ton père que je traîne depuis un moment. Une ligne de crédit. Combien? Environ 600. J'ai hoché la tête lentement. Donc 1,7 plus ou moins. Oui. Et le reste? Le reste? Maman, a dit Brison. Sèchement. Maintenant, le reste. Elle ne lui a pas répondu. Elle regardait l'écran. Roxane, ai-je dit. Je ne l'avais jamais appelée Roxane en face auparavant. Pas une seule fois. Pas en 20 ans. Je l'avais appelée maman contre ma volonté, sur son insistance, depuis que j'avais 12 ans. Le nom a atterri sur la table comme un verre qui se brise. Elle a levé les yeux. Que comptiez-vous faire du reste? Sa bouche s'est ouverte, sa bouche s'est fermée. Elle avait une histoire prête. Je suis sûr qu'elle en avait une. Elle avait 10 histoires prêtes, mais quelque chose dans mon visage ce soir-là, quelque chose dans la façon dont j'avais prononcé son nom a dû court-circuiter son cerveau. Elle m'a juste regardé. Et puis, parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher parce que l'écran était juste là et que le chiffre était juste là et qu'une vie entière de désir était juste là, elle a baissé les yeux vers la tablette. Elle a tapé sur le champ de transfert. Elle a tapé 300 000. Elle a tapé sur le compte de destination. C'était, bien sûr, un compte qu'elle contrôlait. Elle l'avait fait configurer à l'avance. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle a fait une pause juste une seconde avec son doigt au-dessus du bouton de confirmation. Non pas par doute, par plaisir. Elle voulait ressentir le poids du moment. Les gens comme elle le font toujours. Ils en veulent la texture. Je me suis penché par-dessus la table. Vous ne devriez pas, ai-je dit, doucement, presque gentiment. Elle m'a souri. Oh, chérie, a-t-elle dit. C'est déjà fait. Elle a tapé sur confirmer. Je veux décrire ce qui s'est passé dans les 90 prochaines secondes aussi précisément que possible parce que je l'ai repassé de nombreuses fois dans ma tête, et je veux que vous le voyiez de la façon dont je l'ai vu. L'écran a affiché un transfert en cours, une petite roue tournante. Roxane a relâché un souffle qu'elle retenait probablement depuis des semaines.
Mon père la regardait avec quelque chose comme de l'admiration. La façon dont un homme regarde une femme qui vient de soulever une voiture d'un enfant, sauf que dans ce cas, l'enfant était leur retraite et la voiture c'était moi. Les épaules de Brison sont tombées de 2 pouces. Camille était déjà debout. Elle retirait son manteau du dossier de sa chaise. La roue tournante a disparu. Un nouvel écran est apparu. Il disait dans une police que Roxane n'avait jamais vu sur un site web bancaire parce que les sites web bancaires n'utilisent pas cette police. Ce qui suit, ceci est impôt de miel fédéral. Votre tentative de transfert a été signalée comme fraude électronique et vol d'identité. Les forces de l'ordre ont été informées. N'essayez pas de partir. Son visage entier a fait quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Il s'est effondré par étapes comme un bâtiment démoli de l'intérieur. D'abord le sourire est parti, puis les yeux, puis la bouche, puis toute la performance de celle qu'elle avait été pendant 2 décennies a simplement glissé d'elle comme de la peinture fraîche, et ce qui se trouvait en dessous était une femme petite, effrayée, furieuse. Qui allait avoir 63 ans en novembre et qui venait de regarder le reste de sa vie s'évaporer en temps réel. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle chuchoté. Cela, ai-je dit, est impôt de miel fédéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que j'ai construit une fausse banque. Je l'ai construite pour qu'elle ressemble exactement à ma vraie banque. Je l'ai construite parce que j'ai pensé que, compte tenu de notre histoire, vous pourriez un jour essayer de faire quelque chose comme ce que vous venez de faire. Vous avez fait ce que je pensais que vous feriez. Les caméras et les microphones dans ce restaurant et la caméra frontale de votre tablette ont enregistré pendant les 23 dernières minutes. L'enregistrement est déjà sur un serveur fédéral. Le transfert que vous venez d'initier a été consigné. Le compte de destination, qui est à votre nom, a été signalé. 2 agents du bureau local sont à environ 3 minutes de ce restaurant. Je peux entendre les sirènes d'ailleurs. Vous aussi si vous arrêtez de parler. Elle ne respirait pas. Mon père, si. Mon père respirait d'une manière que je ne l'avais pas entendu respirer depuis 20 ans. Fort, saccadé. Il a regardé Roxane de la façon dont un homme se réveille d'un long sommeil narcotique et voit pour la première fois depuis des années la pièce dans laquelle il se trouve réellement. Roxy, a-t-il dit. Elle ne l'a pas regardé. Roxy, qu'as-tu fait? Philippe, a-t-elle dit. Sa voix était différente maintenant. Le sucre était parti. Philippe, écoute-moi. Que as-tu fait? Brison s'est levé. Il pleurait. Je veux que vous sachiez qu'il avait 33 ans dans un restaurant du quartier financier, pleurant devant sa femme et son père et sa demi-sœur et le serveur qui faisait maintenant intensément semblant de remplir les verres d'eau à la table d'à côté. Brison a dit, je suis désolé. Je suis désolé, Ulysse. Je suis désolé. Je lui avais dit que c'était une mauvaise idée. Je lui avais dit. Assieds-toi, chérie. Non, maman. Assieds-toi. Non. Camille avait son manteau sur elle. Elle a contourné la table et a posé sa main sur le coude de Brison. Nous partons, lui a-t-elle dit. Doucement. Reste stable maintenant. Il l'a regardé. Il m'a regardé. Je lui ai fait un petit signe de tête. Je ne sais pas pourquoi je lui ai fait ce signe de tête. Peut-être parce que quelque part au cours des 10 dernières minutes, je m'étais souvenu qu'un jeune de 14 ans dans un couloir est aussi l'enfant de quelqu'un. Peut-être parce que Camille me regardait avec les yeux d'une femme qui avait attendu qu'une porte s'ouvre. Et j'ai ressenti pour la première fois de ma vie que j'étais la porte. Il l'a laissé le conduire dehors. Ils n'ont pas payé. Je savais que l'addition allait être sur la carte de Roxane, ce qui allait être très intéressant au moment de payer. Puis ce n'était plus que nous 3. Mon père, Roxane, moi. Ulysse, a dit mon père. J'ai attendu. Ulysse, je ne savais pas. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Il n'avait aucune réponse à cela. Il n'y en a pas. Le premier agent est entré par la porte d'entrée. Le second est entré par la cuisine. Ils étaient polis. Ils sont toujours polis selon mon expérience dans les restaurants. Ils ont demandé à Roxane de se lever. Ils lui ont demandé de mettre ses mains où il pouvait les voir. Ils ont expliqué à voix basse qu'elle était détenue pour interrogatoire concernant la tentative de transfert d'environ 3,8 millions de dollars depuis un compte appartenant à sa belle-fille.
Ils ont expliqué que tout ce qu'elle dirait pourrait être utilisé. Ils ont expliqué le reste. Elle ne pleurait pas. Elle me regardait. Elle me regardait avec une sorte de haine pure et distillée que je n'avais jamais vue sur un visage humain auparavant et que je n'ai pas revu depuis. Et je veux vous dire que cela ne m'a pas touché, mais ça l'a fait. Cela m'a touché. Je ne suis pas faite de pierre. C'est une chose difficile d'être détestée ainsi par une femme qui vous abordait pendant un an quand vous aviez 12 ans avant qu'elle ne comprenne qu'elle n'y était pas obligée. Ils l'ont fait sortir. Mon père a suivi, non pas parce qu'ils le lui ont demandé, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Je me suis assise à la table pendant encore 20 minutes. J'ai fini mon eau. J'ai mangé 3 bouchées du saumon, qui était devenu froid. Le serveur est finalement venu et m'a demandé très doucement si j'allais bien. Il avait peut-être 22 ans. Il avait des yeux gentils. Je lui ai dit que j'allais bien. Je lui ai dit de mettre toute l'addition sur la carte que la dame avait laissée à la table. Je lui ai laissé un pourboire de 40% sur ma propre carte séparément parce que rien de tout cela n'était de sa faute et il avait traversé toute l'affaire comme un fantôme qui avait vu pire. Je veux vous dire que le reste s'est passé proprement. Ça ne l'a pas été. Rien dans la vraie vie ne se passe proprement. L'enquête a duré 8 mois. J'ai fait une déposition. J'ai fait une autre déposition. J'en ai fait une 3e parce que le procureur adjoint des États-Unis voulait être prudent. Roxane a engagé un avocat puis l'a renvoyé puis en a engagé un autre. Elle a essayé par l'intermédiaire de 3 personnes différentes de me faire parvenir un message. Je n'ai lu aucun des messages. L'un d'eux est arrivé dans une lettre. Je l'ai brûlé sur la cuisinière à gaz de mon appartement sans ouvrir l'enveloppe. Je serai honnête avec vous. La brûler m'a fait du bien. Je le referai. Elle a été inculpée de tentative de fraude électronique, tentative de vol d'identité et complot. Elle a plaidé coupable. Elle a écopé de 11 ans dans une prison fédérale en Virginie occidentale. Avec bonne conduite, elle sortira quand elle aura 72 ans. Brison a coopéré. Il a témoigné, il a écopé de 18 mois et est, aux dernières nouvelles, employé dans une quincaillerie en Pennsylvanie et va à des réunions 6 soirs par semaine. Camille l'a quitté pendant la procédure. Je pense que c'était la bonne décision. Je lui envoie une carte de Noël. Elle m'en renvoie une. Mon père n'a pas été inculpé. Le procureur des États-Unis a décidé qu'il ne savait pas, ce qui était techniquement vrai et moralement généreux. Il a vendu la maison. Il a emménagé dans un appartement d'une chambre dans un immeuble près de mon ancienne école primaire. Il a commencé à voir un thérapeute. Il m'appelle le dimanche matin maintenant, chaque dimanche matin, et nous parlons pendant 20 minutes de rien. De la météo, du chien de son voisin, d'un livre qu'il lit. Il ne m'a rien demandé. Il n'a pas essayé de s'expliquer. Je pense qu'il sait qu'il n'y a pas d'explication. Je pense que nous apprenons tous les deux très lentement quel genre de relation 2 personnes peuvent avoir quand l'une d'elles a passé 30 ans à être un fantôme dans sa propre maison. Je ne sais pas encore si c'est une bonne relation. Je sais que c'est une vraie relation. C'est plus que ce que j'avais il y a 1 an. Le fonds Adriana Marchetti a placé des instruments dans 17 écoles primaires au cours de la première année. Principalement d'occasion, quelques nouveaux pianos, violons, tout un tas de flûtes à bec parce que les enfants de 7 ans adorent les flûtes à bec. Que Dieu nous vienne en aide. Je suis allé dans l'une des écoles en octobre pour ce qui aurait été le 64 anniversaire de ma mère. Je me suis assise au fond d'une salle de musique pendant qu'une classe d'élèves de 2e année jouait de Brille, Brille, petite étoile sur des instruments qui leur avaient été donnés 6 semaines plus tôt. Ils étaient terribles. C'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Je veux vous dire quelque chose. Avant de vous laisser partir. J'ai passé beaucoup de temps après la mort de grand-mère Jane à penser que la leçon qu'elle m'avait donnée concernait l'argent, la protection de l'argent, le fait d'être prudent. Il m'a fallu une décennie pour comprendre que la leçon ne concernait pas du tout l'argent. La leçon était que certaines personnes, lorsqu'elles ne peuvent pas vous atteindre d'une autre manière, chercheront la chose que vous aimez et essaieront de l'utiliser comme une laisse. Et la seule défense contre cela, la seule qui fonctionne vraiment, c'est de mettre ce que vous aimez dans un endroit où leurs mains ne peuvent pas aller. Pas dans un coffre-fort, pas dans une fiducie. Quelque part de plus grand qu'eux. Quelque part avec un nom. Quelque part dans le monde. L'argent de ma grand-mère est dans 17 écoles maintenant.
Il est dans 1000 paires de petites mains qui apprennent à mal jouer. Il est, d'une manière que je peux à peine articuler, dans les mains de ma mère. Finalement, après tout ce temps, Roxane a tendu la main pour l'attraper. Elle ne savait pas qu'il était déjà rentré à la maison. Je pense à cette table parfois. Pas au moment où l'écran a basculé, au moment juste avant. Le doigt de Roxane planant au-dessus du bouton de confirmation, savourant le poids d'une chose qu'elle avait désirée pendant 20 ans. Je pense à la certitude qu'elle affichait. Je pense à la façon dont cette certitude a été à la fin, la chose qui l'a achevée. Elle avait décidé à un moment donné que la douceur était de la stupidité. Que mon silence était la même chose que ma capitulation. Que chaque fois que je l'appelais maman contre ma volonté, je lui cédais un autre pouce de terrain. Elle a construit toute une vie sur ce calcul. Le calcul était faux. Ce que j'ai appris en étant assise là avec du saumon froid devant moi et un agent fédéral en route, c'est qu'il y a une différence entre être gentil et être un paillasson. Et cette différence est presque toujours la préparation. Grand-mère Jane le savait. Elle ne m'a pas dit de combattre Roxane. Elle m'a dit de ne rien signer. Elle m'a dit d'être une porte qui ne s'ouvrirait pas. Les personnes les plus intelligentes que j'ai jamais connues n'étaient pas les plus bruyantes de la pièce. C'étaient celles qui comprenaient au plus profond d'elles-mêmes que la vengeance mal gérée n'est qu'une autre blessure, et que la vengeance bien gérée donne l'impression de l'extérieur qu'il ne s'est rien passé du tout. Le miroir que j'ai construit a pris 3 semaines. La patience de l'utiliser a pris 20 ans. Je veux que vous sachiez que je ne me sens pas triomphante à propos de Roxane. Je me sens soulagée et un peu fatiguée. Et parfois, aux premières heures du jour quand je n'arrive pas à dormir, un peu triste pour la femme qu'elle aurait pu être si elle avait choisi différemment la première fois que mon père a laissé une place douce en lui pour que quelqu'un s'y installe. Elle a fait son lit. Elle est dans une prison fédérale en Virginie occidentale en train de dormir dedans. C'est la cause et l'effet. C'est la seule sorte de justice qui dure. Pas celle que je distribue. Celle qu'une personne se distribue à elle-même au cours d'une vie de petits choix. Jusqu'à ce qu'un mardi lors d'un dîner d'anniversaire, la facture arrive à échéance d'un seul coup. S'il y a une chose que je dirais à une version plus jeune de moi-même, assise dans cette chambre d'hôpital à Frédéric tenant la main de ma grand-mère, c'est ceci. Protégez les choses que vous aimez en les mettant dans un endroit plus grand que les personnes qui les prendraient. L'argent dans un coffre-fort n'est que de l'argent qui attend d'être perdu. L'argent dans une école est un enfant qui apprend à mal jouer au brille, petite étoile sur un violon qui a été payé par une femme qui est morte depuis 8 ans et une petite fille qui a refusé de la laisser être oubliée. C'est la seule sorte d'héritage qui ne peut pas être vidé. Soyez doux là où ça compte. Soyez dur là où c'est important. Apprenez la différence. Et quand le jour viendra où quelqu'un tendra la main par-dessus la table pour prendre ce qui est à vous, ne tressaillez pas. Ne criez pas. N'avertissez pas. Souriez. Laissez-les taper sur confirmer.